Salut les voyageurs! Aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 996. Autant vous dire que ce chapitre m'a hypé et que plein d'idées me sont venues à l'esprit. Autant les chapitres précédents étaient bons, autant on n'avait pas vraiment eu de matière à théoriser. Ici, des indices sur la suite de l'œuvre sont laissés dans tout le chapitre et ça hype encore plus de se demander quel sera le futur de cette guerre. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause afin d'atteindre Loftail. Ensemble le plus rapidement possible. Active la cloche d'or de Chandora si ce n'est pas encore fait, ça vous permettra d'être notifié de la sortie des futures vidéos. Ah oui, j'en profite pour vous dire qu'une vidéo avec un invité spécial, à savoir Mush, est sortie sur la chaîne mercredi. On a décidé de vous parler de Imsama et de Shebek. Je compte sur vous pour aller la voir si ce n'est pas encore fait. La vidéo sera en annotation de fin. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre a pour titre L'île du plus fort. Un titre qui veut tout dire, mais qui sera encore plus appuyé à la fin du chapitre. À l'intérieur du dôme, on retrouve les personnages qu'on a laissés à la fin du chapitre 995, à savoir Komashio, Otama, Usopp et Nami. Peijuan et Ulti se lancent la balle de celui qui doit mettre à terre le Koma Inu, une manière de laisser Komashio fuir le plus vite possible avec Nami et Usopp qui ont été sauvés et qui sont actuellement blessés. Nami demande alors à Otama comment elle est arrivée ici et celle-ci dit qu'elle est montée sur un navire ennemi. Et Himaru apparaît alors pour bloquer Peijuan, ce qui contrarie les deux Tobiroppo qui ne comprennent pas d'où ils viennent. Nami dit à Otama que Peijuan et Ulti sont sauvages et que le babouin ne s'en sortira pas. Mais Otama lui dit de ne pas les prendre à la légère et qu'ils sont venus en tant que samouraïs. Une volonté de combattre pour son honneur qui se lit dans les yeux de la jeune Kunoichi. Personnellement, j'ai du mal à croire Otama quand elle dit qu'elle s'est infiltrée sur un navire ennemi. Premièrement, Komashio et Hihimaru sont bien trop grands pour passer inaperçus sur un navire. Et deuxièmement, aucun navire ennemi n'était censé faire la route de Wano Kuni à Onigashima étant donné que c'était le jour du banquet et que tout le monde s'était réuni sur l'île bien avant. Il reste alors la possibilité qu'elle ait rejoint Onigashima non pas le jour même du raid, mais le jour d'avant, sur un navire par exemple où se trouvaient les subordonnés d'Orochi. Mais se pose encore le problème de la taille de ces animaux. Suite à ma vidéo sur le chapitre 995, deux personnes m'ont parlé en commentaire de la possibilité que Caribou ait eu un rôle à jouer dans la venue de Otama. Une idée qui m'a pas mal plu car en effet, si Caribou a utilisé son fruit pour cacher les gros animaux et Otama, l'infiltration au sein du navire ennemi aurait été beaucoup plus simple. Il y a une deuxième possibilité, celle où Otama est venu accompagné de Babanuki, le gardien de la prison d'Udon qu'elle a apprivoisé grâce à son fruit du démon. En soi, il peut toujours être considéré comme un ennemi. Otama ne voudrait juste pas brouiller les esprits de Nami et Usopp en expliquant qu'elle a mis l'ennemi de son côté. De mon point de vue, Otama ne dit pas la vérité, ou du moins pas toute la vérité. Personnellement, j'aimerais beaucoup que Tenguyama Hitetsu l'accompagne pour qu'on en sache un peu plus sur son personnage. J'attends en tout cas avec impatience des informations plus précises sur la venue de Otama. Le chapitre continue sur la suite du combat entre l'équipage des cuirassés et Sasaki contre Yamato. Celui-ci combat de toutes ses forces mais comme un ennemi le lui dit, ils sont bien trop nombreux. Shinobu dit à Yamato que s'il est un samouraï, il doit se décider à abandonner Shinobu et sauver juste Momonosuke. Mais Yamato dit que ce n'est pas ce que ferait Oden Kozuki. Par contre, ses agissements agacent de plus en plus Sasaki qui décide de dégainer son katana. Il passe pour un adversaire qui pourrait être vaincu mains et pieds liés et ça ne lui plaît pas. En effet, il est tout de même un Tobiroppo. Si Yamato pouvait vaincre autant de subordonnés et en plus vaincre Sasaki, il est sûr que Sasaki serait vu comme un adversaire assez faible et pourtant c'est pas ce qu'il laisse penser au premier abord. Alors que Sasaki décide de prendre le relais et de ne plus laisser sa division se faire battre, Yamato prend son souffle et on voit alors ses dents se transformer, ce qui choque clairement Sasaki. Seulement, malheureusement on n'a pas l'occasion d'en voir plus, ou du moins, heureusement vu que Hatcha arrive sur les lieux avec Franky qui le suit. Franky et Momo se croisent et Yamato est étonné de voir Franky et de voir qu'il existe vraiment. Yamato connaît même sa prime, ce qui nous montre qu'il a pris l'occasion de connaître les compagnons de Luffy, celui à qui il a demandé de rejoindre l'équipage. J'aurais bien dit que c'est Ace qui lui a montré les Wanted des Mugi étant donné que normalement aucune information n'est censée rentrer au pays, mais Ace était venu il y a 3 ans. C'est un peu impossible en termes chronologie. Luffy n'avait même pas encore commencé son aventure. Il se peut donc qu'il ait vu les affiches que Queen a en sa possession en ce moment, et qu'il ait aussi lu les journaux. Car oui, les Wanted seuls ne suffisent pas pour déterminer qui fait partie de quel équipage. Bref, pour continuer sur le chapitre, Hatcha tente d'attaquer Franky et d'un gros coup de massue il casse le sol. Yamato voit là une échappatoire et attrape Shinobu et Momonosuke. Franky demande alors à Shinobu et Momo s'ils vont bien et s'ils se font attraper. Ce à quoi ils répondent négativement en disant qu'au contraire Yamato les aide. Franky demande qui il est et Yamato lui dit alors qu'il
le laisse gérer la situation et que Luffy lui a confié Shinobu et Momo. Franky dit qu'il ne sait pas qui il est, mais qu'ils peuvent compter sur lui. Je vous avais déjà évoqué la possibilité que ce soit Franky, soit Brook qui viendrait au secours de Yamato et que Franky vs Sasaki et les cuirassés ça ferait un bon combat. Eh bien l'opportunité se présente pour ce combat qui s'annonce fou. En pleine chute pour l'étage du dessous, Yamato lâche Shinobu et Momo et décide de lancer une attaque à Hacha qui les regarde chuter. Avec son kanabo, il lance une attaque Narikabura. On voit que quand Yamato lance l'attaque, son bras attaquant devient noir et qu'il y a les fameux éclairs noirs du haki autour. Ainsi, il s'agit selon moi d'une projection du haki de l'armement. Pour moi, Yamato possède clairement le Ryo avancé et cette scène nous l'a bien prouvé. Et c'est avec ce seul coup qu'elle met KO Hacha, ce qui choque non seulement Franky qui se demande qui il est et Sasaki. Alors que Yamato et les autres sont arrivés sains et saufs à l'étage du dessous, Yamato dit à Momonosuke qu'il doit absolument rester en vie et que lorsque l'aube viendra, c'est lui qui devra changer le monde. Ce chapitre me hype énormément jusque-là et il n'est même pas encore fini. Avant de passer à la suite de ce chapitre, parlons d'abord de ce qui vient de se passer. Il est clair que Yamato allait se transformer et selon moi vu ses dents, Yamato pourrait soit se transformer en dragon ou encore en tigre. Une idée que j'aime tout particulièrement et sur laquelle je vais vous faire une vidéo, donc soyez bien présents pour la voir. Un Zoan que Kaido aurait bien pu acquérir et donner à son propre fils. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est une théorie sur laquelle je m'attarderai dans la prochaine vidéo. J'aimerais aussi parler du fait que Yamato soit au courant de la prophétie de l'aube, une prophétie qui aurait donc été notée dans le journal d'Oden Kozuki. Pour ma part, je ne pense pas qu'Oden en a dit plus que ce soit sur le One Piece ou sur Loftel. Ainsi pour moi il est clair que l'aube représente Luffy et que Momonosuke est l'une des trois armes antiques. Les armes antiques pour moi sont clairement des rois du monde et ceux qui devront régner sur le monde une fois que l'aube viendra. Dans ma théorie sur Im-sama et Shebek, je vous parlais du fait que Im-sama était inspiré de la déesse Nyx, la déesse de la nuit. Ainsi jusqu'à maintenant, Im-sama représente la nuit qui règne sur le monde. Et Luffy quant à lui représente l'aube qui délivrera le monde de cette nuit immortelle. Pour moi cette partie avec Yamato m'amène juste à penser encore qu'il rejoindra les Mugiwara s'il ne meurt pas. Il nous a montré qu'il connaissait déjà ses futurs Nakama, en a rencontré un et l'a étonné. Ça me conforte juste dans l'idée qu'il va devenir un Mugiwara. Le chapitre continue à l'intérieur du château, au sous-sol où on retrouve enfin Trafalgar dit Waterloo. Il se rappelle alors des paroles de Corazon qui lui dit que les porteurs du Di sont appelés les ennemis naturels des dieux. Il arrive alors devant une stèle, un poneglyphe et on a droit à un flashback de sa discussion avec Robin qui est surprise que Law soit également un Di. Robin dit que même si Luffy n'est pas intéressé par le Di, elle est bien intriguée par ce mystère. Law dit alors qu'il n'y a pas d'autre choix que de suivre les stèles rouges. Et Robin dit qu'en clair, ils doivent vaincre tous les Yonko vu qu'ils ne vont pas leur donner les rots de poneglyphes juste comme ça. On revient alors au présent où Law dit que le poneglyphe sous ses yeux est rouge. Il est devant donc le troisième roc de poneglyphe que l'on aperçoit dans l'heure et dit clairement que ce destin qui cache tant de mystères, il veut le comprendre. Clairement, ici à travers ce qu'on aura pu lire, on comprend que Law a l'intention de se rendre à Loftel et pour ma part, il est clair qu'il accompagnera les Mugiwara pour lui aussi comprendre tout ce qu'il y a autour du Di. Non pas qu'il va rejoindre les Mugiwara et en devenir un membre, mais il demandera à Luffy s'il peut les joindre jusqu'à la dernière île et Luffy ne refusera pas bien évidemment. On peut s'attendre à une scène d'humour où Luffy pensera que Law voudra dérober le One Piece, mais Law est clairement plus intéressé par la vérité que par un trésor. Ainsi, l'histoire dévoilée aura bien plus de sens que si Luffy allait seul sur Loftel, étant donné qu'il n'est pas si intéressé par l'histoire du monde. Je vous ai fait une vidéo sur Law et Im-sama dans laquelle je disais clairement que Law n'allait pas mourir dans cet arc et qu'il voulait absolument trouver le secret du Di et qu'il le découvrira à la fin de l'œuvre. Ainsi, ces cases appuient mon point de vue qui réfute la mort de Law dans cet arc quand il a un rôle important à jouer dans l'œuvre. Le chapitre continue au deuxième étage où on aperçoit Kid et Killer qui poursuivent leur route pour monter sur le toit du dôme où se trouve Kaido. Kid vole toutes les armes sur son passage tandis que Killer s'occupe des ennemis. Une scène qui fait clairement penser à la scène où Luffy avance avec Sanji et Jinbei qui s'occupent des ennemis. Les deux capitaines ont bien compris qu'il fallait économiser leurs forces pour vaincre Kaido. Tandis que Kid demande à Killer si le nombre d'armes amassées est suffisant, Killer répond clairement que l'ennemi est le pirate le plus puissant du monde et qu'ils n'auront jamais trop d'armes. Encore une phrase qui met les points sur les i quant à la puissance de Kaido. Et ce n'est pas tout. Le chapitre continue sur le toit du dôme où on aperçoit Kaido qui attaque les fourreaux l'un à la suite et on aperçoit les fourreaux à terre. Pour prouver encore une fois la puissance inégalée de Kaido sans bête.
Le chapitre suit alors à la salle du concert où tout le monde est stupéfait de voir Big Mom, mais celle-ci leur dit de ne pas s'en faire et qu'elle ne s'intéresse qu'à ce qu'il se passe en haut avec Kaido. Seulement, il serait idiot de penser que personne ne va tenter de l'arrêter. En effet, les Mugiwara présents savent que le but de Luffy actuellement est de vaincre Kaido et que si Big Mom se met en travers de son chemin, Luffy ne pourra pas accomplir ce qu'il veut faire. Ainsi, les Mugiwara sont là clairement pour arrêter Big Mom et permettre à Luffy de continuer de monter sur le toit du dôme sans encombre extérieur. Les paroles de Big Mom mènent alors à la confusion générale vu qu'on ne sait pas quel est son but réel. Est-ce qu'elle veut aller sur le toit du dôme pour saisir sa chance de vaincre Kaido et de le trahir? Ou est-ce qu'elle pense que Luffy est déjà arrivé sur le toit et ainsi elle veut rejoindre le toit pour tuer Luffy? Les intentions de Big Mom sont encore cachées et j'ai hâte d'en savoir plus sur ce qu'elle décidera de faire. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur la trahison de Big Mom par rapport à son alliance avec Kaido si ça vous intéresse d'aller la voir. Le chapitre finit alors à la mezzanine du premier étage où on retrouve Luffy, Sanji et Jinbei qui montent les escaliers pour se rendre au deuxième étage. Kid a donc de l'avance sur ces derniers, mais ici ce qui est important c'est à la fin du chapitre où Sanji entend des voix grâce à son acquis de l'observation. Il entend des voix de femmes au premier abord et fait une tête choquée. On peut comprendre par cette utilisation du acquis de l'observation que c'est le acquis de prédilection de Sanji, surtout quand on voit que Luffy et Jinbei n'ont rien entendu. Ici, il y a deux possibilités, soit il s'agit des bruits venant de la chambre de Black Maria et de ses servantes, ainsi Sanji serait dans un état d'excitation suite à ça, soit vu la tête qu'il tire, les sons qu'il entend lui rappellent les Okama qui l'ont traumatisé. Personnellement, je ne sais pas trop comment ce serait possible. Beaucoup disent qu'il se peut que ce soit Ivankov, vu que le rire est un feu et qu'il s'agit en effet du rire de Ivankov. Mais ce dernier était au royaume des Okama il n'y a pas si longtemps après la fin de la rêverie. De plus, il y a eu un incident avec Sabo, donc s'il y a bien quelque part où il doit être, c'est à Marijoaz et non à Wano Kuni. Pour ma part, je pense qu'il s'agit simplement de Black Maria, surtout qu'il y a une onomatopée, tsoin tsoin, avec un symbole de musique et que dans le chapitre 992, on a aperçu Black Maria jouer d'un instrument accompagné de l'onomatopée ching chin. Le chapitre touche à sa fin donc sur tous ces mystères et toutes ces questions levées à travers sa lecture. Franchement, c'est mon chapitre préféré depuis quelques chapitres. Ils étaient bons, mais là on sent qu'on passe clairement à l'étape supérieure. Il n'y a pas de temps à perdre, que ce soit pour les ennemis ou même pour les mystères liés au D et au One Piece. C'est sur ces mots que s'achève cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Activez la cloche, j'ai pas pu dire tout ce que je pensais dans cette vidéo, ce qui veut dire que vous allez être servi dans le courant de la semaine prochaine. Je compte sur votre acquis du likement comme d'habitude. Et n'oubliez pas d'aller voir ma vidéo sur Imsama et Shebek ou encore sur Law et Imsama. Elles s'afficheront en fin de vidéo si vous ne les avez toujours pas visionnées. Rejoignez-moi sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bye!